CREDOC, c'est le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Et nous sommes une association loi 1901, donc ayant pour but depuis la fin de la guerre, le début de la période de reconstruction, d'accompagner les acteurs publics, mais aussi les acteurs privés sur les évolutions de la société française et leur impact en matière de comportement de consommation. Donc, lorsque Jocelyne Angeliaume m'a demandé d'intervenir sur cette conférence, eh bien, on lui a dit qu'en effet, au CREDOC, on était tout à fait à même de le faire, puisqu'on a 60 ans d'évolution des tendances de consommation et des évolutions des modes de vie qui nous permettent de nourrir l'analyse que je vais vous présenter ce soir. Alors, du coup, lorsque on a monté ce programme, on s'est dit bien entendu qu'il fallait parler des conséquences que pouvait avoir la pandémie que nous avons connue et puis que nous connaissons toujours en France actuellement, donc sur les comportements de consommation des Français, avec pour nous, au CREDOC, aujourd'hui, des paradoxes qui restent forts, mais une tendance qui se met en place, qui se présente vers un intérêt pour la proximité. Et vous verrez que la proximité, c'est une proximité géographique, mais c'est aussi une proximité de valeurs, de manière de penser le monde dans lequel on va vivre, que les consommateurs recherchent également aujourd'hui à travers les produits qu'ils achètent et les lieux où ils les achètent. Alors, époque de paradoxe, parce que si on revient sur quelques éléments de contexte, notre dernière enquête, tendance de consommation, a été réalisée cet été. Les derniers chiffres dont on dispose émanant de la statistique publique datent de septembre. Donc, on voit qu'il y a aujourd'hui un maintien de ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité que les Français ont montré depuis mars 2020 à pouvoir rebondir, à pouvoir changer leur mode d'organisation, mais également quand même une lassitude qui est toujours présente, même si elle est en recul, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Lassitude qui s'exprime, vous le verrez, par de l'inquiétude, des problèmes de santé, plus de personnes se disant en difficulté économique. Donc, je vais vous présenter tout ça. Alors, si on regarde les évolutions principales sur lesquelles, auxquelles ont été confrontés les Français et celles qui perdurent encore, il y en a une qui touche les actifs, et aujourd'hui encore 18% des actifs, c'est bien sûr la question du télétravail. En 2017, on avait 3% des actifs qui télétravaillaient de manière régulière, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Au moins un jour par semaine. Là, on est à 18%. Alors, ça s'est réduit, et même très rapidement par rapport à ce que l'on connaissait en février, mais on reste quand même sur une situation qui est sans précédent par rapport à ce qu'on connaissait avant. Et nécessairement, travailler chez soi impacte des choix en matière de consommation et de lieu d'achat de ces produits et de ces services qui dépendent justement du lieu où on travaille. Donc, on va le faire proche de son travail quand on va à son bureau ou quand on se déplace sur son lieu de travail. Mais en tout cas, lorsqu'on est à travailler chez soi, nécessairement, on va avoir une autre manière d'imaginer les lieux de commerce, de fréquenter ces lieux de commerce. Et donc, on va avoir une proximité qui va être liée au fait que l'on est plus souvent à travailler dans son domicile. On va aussi avoir des arbitrages qui vont être différents parce que du coup, le logement, le lieu où on travaille va devoir être utilisé plus régulièrement, va avoir une fonction supplémentaire qui est celle liée au travail, et ça, c'est important. Enfin, dernier élément, parmi ces 18% d'actifs travaillants, on va bien entendu peu trouver d'ouvriers qui, eux, doivent se déplacer, peu trouver de gens qui sont dans le commerce, qui doivent eux aussi aller sur leur lieu de travail pour pouvoir exercer leur activité, mais par contre, beaucoup de gens qui sont dans le domaine des services, et notamment, il y a une vraie différence entre les employés qui
qui, eux, ont plutôt, en plus grand nombre, retrouvé le chemin de leur lieu de travail, et les cadres qui, eux, restent attachés fondamentalement au télétravail. On a, en juillet 2021, 34% des cadres qui continuaient à télétravailler régulièrement. Donc, vous voyez que c'est vraiment un mode de vie qui est particulièrement développé chez les cadres. Le deuxième élément qui est une révolution par rapport à ce que l'on connaissait avant, c'est la diffusion très très rapide de par la pandémie, de par les périodes de confinement qu'on a pu connaître, des pratiques liées donc au digital. Alors je vous ai donné quelques chiffres. Là, on reviendra tout à l'heure sur le e-commerce en soi, mais on a 56% des Français qui ont utilisé Internet plus de 15 heures par semaine, donc en juillet 2021, alors qu'on avait 52% en 2019, donc ça a cru. 50% des Français qui ont regardé des vidéos, des films ou des séries plus de 3 heures par semaine en juillet 2021, c'était 10% de moins, 40% en 2019. Et puis la télémédecine qui s'est diffusée avec 11% des Français qui ont eu recours à la télémédecine au cours du mois de juillet 2021, donc une diffusion aussi massive de ces pratiques. Dernier élément dont on a beaucoup entendu parler dans la presse, sur les journaux, cet engouement qu'auraient les citadins pour des villes plus petites, pour des villes moyennes, pour les bords de côte. Alors, c'est pas nouveau, hein, vous le savez particulièrement vous en Pays de la Loire, où on a plusieurs départements qui ont vu les zones proches des côtes depuis 10 ou 15 ans se peupler de populations nouvelles, notamment de populations retraitées. Là où on a des choses qui sont quand même nouvelles, c'est que les retraités sont toujours pour une partie d'entre eux intéressés par déménager, mais ça n'est pas le gros des gens qui là s'intéressent à partir, puisque là on est plus sur des actifs, on est plus sur des plus jeunes, on est sur des familles, on est sur des cadres, on est sur des populations qui ont qui sont plus nombreuses que les couples de retraités. Donc ça, c'est une nouvelle vague de population qui potentiellement peut arriver sur des villes moyennes, sur des régions qui ne sont pas associées à des grandes villes ou à des grandes agglomérations. Alors ceci dit, on est avec une croissance en effet de l'intérêt pour ces déménagements, mais ça ne fait que, entre guillemets, 12% de la population française, et donc on est loin d'avoir un basculement de 20 ou 30% de la population qui chercherait à quitter son logement actuel pour pouvoir soit en acheter un autre plus grand, soit déménager dans une autre région ou un autre pays. Donc, gardons raison. Oui, il y a des déménagements qui se font. Oui, il y a des transferts de population qui se font, mais on ne pense pas, nous, au Crédoc, que ce seront des transferts massifs. Dernier élément important sur cette période, notamment important par rapport à la consommation, nous n'avons pas eu, comme on a pu connaître en 2008-2009, un effondrement des revenus d'une partie de la population, la plus pauvre, qui du coup a été soutenue par les stratégies des pouvoirs publics à tous les niveaux, que ce soit bien sûr au niveau national, au niveau de l'État avec la stratégie du quoi qu'il en coûte, mais aussi au niveau des départements, des régions, au niveau des communes. On a eu un effort très très important des collectivités, des pouvoirs publics pour pouvoir soutenir la situation des actifs et des entreprises à un moment où en effet l'activité s'effondrait et ça a été, il y a eu plusieurs périodes d'effondrement. Il y a eu bien sûr le premier confinement, mais il y a eu aussi d'autres confinements. Puis il y a des périodes, il y a des activités qui ont continué entre les confinements à rester fermées. Donc là, on a eu un soutien massif des pouvoirs publics qui fait qu'on est en juillet 2021, et c'était déjà le cas en juillet 2020, avec une proportion de Français estimant que leur situation va se détériorer dans les 5 prochaines années, qui est très faible, beaucoup plus faible que ce que l'on connaissait en 2013 ou 2014, au moment où on avait des conséquences encore fortes de la crise des subprimes commencée en
2008, eh bien, vous voyez qu'on avait 55% en 2013 de la population qui estimait que ses conditions de vie allaient se détériorer dans les 5 ans à venir. On est presque 2 fois moins, on est même 2 fois moins actuellement de populations qui le disent. C'est non négligeable. Alors, je ne dis pas surtout qu'il n'y a personne qui se trouve en situation difficile. Nous venons de sortir au Crédoc un rapport sur la fragilité aujourd'hui, là, qui a donné lieu à un article dans Le Monde, par exemple, qui montre que ces fragilités, elles existent et qu'il y a 8% de la population, parmi les plus jeunes, qui se retrouvent en situation difficile, pas à cause de la pandémie, à cause des conséquences de cette pandémie. Et donc, attention aux moyennes. La moyenne est plutôt bonne, en effet, c'est le cas, mais il y a des situations qui se sont dégradées au sein de la population française. Dernier point sur les éléments un peu plus positifs liés à cette pandémie, on a eu une épargne importante mise de côté. Donc là, les chiffres de la Banque de France disent 205 milliards en 2020. Alors c'est lié au fait que d'un côté, nos revenus ont augmenté en 2020, en tout cas ont été soutenus sur cette période-là, et qu'on a eu un effondrement des dépenses de consommation, moins 6,5% sur l'année. Donc nécessairement, ce qui était collecté en revenus, qui n'a pas été dépensé en consommation, est venu en épargne. Et ce qui est bon pour la consommation, c'est que pour l'instant, c'est une épargne liquide, donc facilement mobilisable pour dépenser en matière de consommation. Ceci dit, voyez, on a une lassitude, une fragilité et des inquiétudes pour 3 catégories de la population plus particulières. Les jeunes, qui sont donc plus nombreux à être anxieux, à être dépressifs aujourd'hui. Les personnes qui travaillent dans le domaine ouvrier, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des travaux publics, dans les industries, qui, elles, s'inquiètent pour leur avenir. 29% en moyenne en France, et puis les plus âgés qui se considèrent plus aujourd'hui en mauvaise santé qu'ils le pensaient avant. Donc 3 catégories de population qui sont fragilisées, qui sortent fragilisées de la période de l'année et demie qu'on vient de passer. Alors, si on s'intéresse au domaine donc du commerce et de la consommation, mais on voit là qu'il y a eu 2 tendances très fortes qui se sont mises en place, à la fois une tendance à la digitalisation et une tendance à aller fréquenter les commerces de proximité. Alors, premier élément, 4 Français sur 10 aujourd'hui, c'est ce que je vous présente en gris là sur ces courbes, estiment qu'ils ne reviendront pas au comportement, aux habitudes de fréquentation commerciale qui étaient celles qu'ils avaient avant la pandémie, avant mars 2020. Donc ces éléments sont très importants, 40% c'est beaucoup. Ceux qui sont revenus à leurs pratiques anciennes sont plutôt les jeunes, sont plutôt les résidents de l'agglomération parisienne, les plus diplômés, donc des populations vivant dans des zones urbaines dans lesquelles il y a une offre de commerce importante, qui avaient déjà une pratique du e-commerce forte et qui du coup ont retrouvé à la fois le chemin des commerces et également les pratiques du e-commerce. Par contre, on a des populations qui ont changé leurs pratiques. On va avoir des populations modestes, ou en tout cas plus modestes que la moyenne, donc avec les familles monoparentales. On va avoir des populations un peu plus âgées aussi, les plus de 55 ans, qui, eux, nous disent qu'ils ne reviendront pas sur des pratiques qui étaient celles qu'ils pouvaient avoir avant la pandémie. Et qu'est-ce qui a changé? Donc, je vous le disais tout à l'heure, le e-commerce, 33% des Français en juillet nous disent qu'ils fréquentent plus le e-commerce qu'ils le faisaient avant le premier confinement. Et puis d'un autre côté, et c'est encore plus important que le e-commerce, 47% nous disent fréquenter plus le commerce de proximité qu'avant le premier confinement. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est important, c'est que
avant même la vague du e-commerce dont on nous parle et qui est réelle, on a une vague du commerce de proximité qui est, elle, également réelle. Alors, qui fréquente les commerces de proximité plus qu'avant le confinement? Eh bien, on a les personnes sensibles au développement durable qui le font pour des raisons de valeur. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait une question de proximité géographique, mais aussi de proximité de valeur, pour protéger la planète, pour protéger les emplois locaux, pour avoir des produits qui sont fabriqués par des personnes qui ont une compétence, des connaissances, une expertise, une fierté de leur métier. Donc il y a toutes ces dimensions-là qui sont présentes à travers donc ces personnes sensibles au développement durable. Les plus de 65 ans, qui étaient déjà plus présentes sur le commerce de proximité, ont accentué encore cette dimension-là. Et les résidents des villages ou des petites agglomérations qui, en fait, ont moins pris leur voiture à un moment pour aller dans les centres commerciaux des villes un peu plus grandes et qui, du coup, sont restés et ont découvert un commerce de proximité qu'ils continuent à fréquenter aujourd'hui. Ceci dit, la proximité donc a vraiment cru, hein, quand on regarde les chiffres donnés par les différents panels de consommation, on voit qu'il y a 13% de croissance de la proximité en 2020, donc c'est vraiment un bond important, hein. On a rarement, dans une période classique, des croissances à 2 chiffres dans le domaine du commerce. On a eu 11 milliards de dépenses de réalisées, donc il y a 10 708 magasins qui sont concernés, avec une part de marché des achats alimentaires donc, qui fait 6% aujourd'hui de tout circuit confondu. Donc, c'est une vraie réussite, ces dépenses liées à la proximité. Mais regardez la photo que j'ai mise sur la proximité. Parce que quand on s'intéresse à ce qu'il y a derrière le mot proximité pour les consommateurs, il va bien sûr y avoir l'artisan, il va bien sûr y avoir le commerçant donc indépendant, mais il va y avoir aussi l'ensemble de ces formats commerciaux type Carrefour Contact et autres proxys qui jouent le rôle de la proximité dans les villes, dans les petites villes, dans les zones rurales et qui sont considérés de cette manière-là comme de la proximité pour les consommateurs. Ceci dit, si concurrence il existe sur cette notion de la proximité, il y a une vraie appétence à trouver des signes qui rassurent, qui expriment cette proximité et les qualités qu'on en attend chez les consommateurs. Je vous en ai mis quelques-uns ici qui valident en fait des compétences professionnelles, que ce soit donc des validations officielles telles que bien sûr le diplôme de meilleur ouvrier de France, ou des validations plus marketing qui sont à mettre en avant autour donc de cette boucherie-charcuterie qui parle de viande de pays, de charcuterie maison, ou constructeur ou ce charpentier qui dit que lui, il réalise des charpentes traditionnelles de la région dans laquelle il se trouve, qui est la Touraine. Tous ces éléments, qu'ils soient objectifs, enfin, ou en tout cas non sujets à caution, tels que le diplôme de meilleur ouvrier de France, ou subjectif et donc un élément de communication, de marketing, qui peut très bien être la réalité, hein, d'ailleurs. Hein, je vous enjoins à dire ce qu'est la réalité de ce que vous faites. Eh bien, ces éléments-là sont pris en compte par les consommateurs et plus aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 1 an et demi. Alors, de l'autre côté, il y a le e-commerce, donc 8,5% de croissance en 2020 par rapport à 2019. Donc, vous voyez qu'on a plus de croissance qui a été réalisée dans les formats de proximité qu'au niveau du e-commerce, même si on nous a beaucoup parlé du e-commerce. Une part une part de marché du commerce de détail qui aujourd'hui est de 13,4% pour le e-commerce. 42 millions de cyberacheteurs avec 2 millions de cyberacheteurs nouveaux, et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu sur les 5 dernières années, où en fait on avait à peu près les mêmes individus qui achetaient en e-commerce, mais pas de nouveaux individus. Et là on a eu de nouvelles populations qui sont arrivées, notamment les plus âgés, qui pour se protéger des risques de la pandémie, se sont mis à acheter via Internet.
Et puis, ben, certes, le e-commerce a cru en 2020, mais il continue à croître en 2021. Vous voyez, les derniers chiffres que l'on a, qui sont ceux du premier trimestre 2021, montrent une croissance de 14 à 15% sur ce domaine. Alors, quels secteurs sont concernés? Il y a des secteurs qui ont été touchés par les conséquences de la pandémie à travers les produits culturels et technologiques. Il a fallu télétravailler, donc on a acheté un ordinateur. Il a fallu acheter et on a donc renouvelé notre ordinateur pour pouvoir ou notre téléphone portable pour pouvoir donc acheter des produits. Mais on a eu aussi du temps passé à la maison, donc du coup on a acheté des produits culturels. On a donc acheté des produits alimentaires pour éviter de se déplacer en magasin. On ne pouvait pas aller dans les boutiques, hein, donc du coup de prêt-à-porter. Donc du coup, on a acheté des articles de mode. Puisqu'on était cloîtré chez soi, du coup, les activités d'intérieur et d'extérieur ont amené des achats importants. Et même chose, puisqu'on était chez soi, les articles pour la maison se sont développés. L'un des secteurs qui a le plus cru sur la période de l'année 2020, c'est le petit électroménager, donc les robots ménagers par exemple, qui ont permis aux gens de faire de la cuisine, d'échanger autour d'un repas, d'un plat qu'on préparait avec le reste de la famille. Alors, ces secteurs ont été en croissance euh, grâce au e-commerce, un e-commerce qui est fait par de grandes chaînes, hein. Donc là, je vous ai mis l'une des plus grandes et l'un des plus grands acteurs du e-commerce aujourd'hui. Donc c'est totalement le cas. C'est bien entendu elles qui tirent leur épingle du jeu sur le e-commerce, mais je voudrais insister sur le fait que quand on est un artisan, on peut avoir des stratégies qui permettent de se développer son activité sur le e-commerce. Là, je vous en prends une première qui est un artisan qui, dès le début, donc c'est la jeune fille qui est ici, qui dès le début a décidé de monter son activité donc de pâtisserie exclusivement sur Internet. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de boutique où elle vend ses gâteaux. Ces gâteaux sont nécessairement achetés sur le net, livrés chez les clients à travers toute la France. Et puis, donc, elle a quand même mis un point de click and collect au sein de son atelier. Mais à l'arrivée, elle n'a pas de boutique où elle vend directement ses produits. Pour arriver à ça, elle a pris un positionnement qui est un positionnement très spécifique, puisque quand vous voyez les produits qu'elle propose, ils ont une originalité qui va peut-être pas suffire à avoir une clientèle locale, mais qui par contre élargie sur l'ensemble du territoire national, permet d'avoir une clientèle suffisante qui va être intéressée au moment de la fête ou de l'anniversaire des enfants, au moment de l'anniversaire de mariage, au moment même de baptême, au moment de mariage, par ce type de gâteaux plus originaux, ou au moment de la naissance d'un enfant, par ce type de gâteaux plus originaux et qui va donc se les faire livrer. Alors, la livraison de ce type de gâteau impose d'avoir un accord avec un système de livraison qui permet de conserver la fraîcheur et ne permet pas quand même toutefois de proposer tous les types de gâteaux en livraison sur l'ensemble de la France. Donc sur le local autour de Montpellier où se trouve cette entreprise, on a la possibilité d'avoir tous les types de gâteaux que l'on veut. Et puis quand on part au niveau français, du coup il y a un certain nombre de gâteaux avec plus de crème qui ne sont pas ou qui demandent une rapidité de consommation qui ne sont pas proposés. Mais voyez, ce qui est intéressant avec cette activité, c'est que cette jeune fille, elle n'a jamais pensé son activité avec une boutique physique, elle l'a toujours pensé avec une activité exclusivement de vente sur Internet. Deuxième exemple qui là du coup est plus local, hein, puisque on va être sur la région autour de Ré. On a donc là Montpanier de Ré qui a été mis en place à l'initiative au départ en tout cas
incité fortement par le conseil régional, par la chambre d'agriculture et la chambre des métiers, pour que autour donc de Pornic, autour de Sainte-Pazanne, on puisse avoir 2 lieux de retrait, le mercredi et le vendredi de mémoire, des produits qui sont commandés avant, et donc vous pouvez, donc oui c'est ça, vous pouvez commander jusqu'au mercredi et puis ensuite vous venez dans l'un des 2 points de retrait, soit Sainte-Pazanne, soit Pornic, récupérer les produits que vous avez commandés le vendredi entre 17 et 19 heures. Il y avait déjà sur cette région une association de producteurs locaux, mais c'est le moment de la pandémie, de la Covid, qui a amené ce désir et ce besoin de créer ce site de vente de produits, et c'est ce moyen de récupérer les produits via 2 endroits de click and collect. Vous voyez que la palette des produits qui sont proposés est large. On a des produits qui vont être donc des produits réalisés sans transformation, donc produits venant de l'agriculture ou de l'ostréiculture, de la pêche. Et puis ensuite, il y a tout un tas de produits qui sont transformés, qui sont proposés à la vente. Je vous invite à aller voir, c'est une belle réussite et ça fonctionne très bien. Donc il y a des possibilités pour des artisans, pour des commerçants, de trouver une activité soit complémentaire. Pour le cas des Montpanier de Ré, c'est vraiment le cas, hein. Pour la plupart des artisans et des commerçants, ils ont aussi une boutique dans laquelle, au moins une boutique dans laquelle ils vendent leurs produits. Mais là, on a une activité complémentaire qui se met en place. Et puis, il y a même, pour d'autres, la possibilité de développer une activité complète sur le e-commerce. Deuxième élément j'aimerais porter à votre attention et qui peut vous être utile, je pense, dans les stratégies que vous allez mettre en œuvre dans vos entreprises, c'est le fait qu'on a une sorte de dichotomie aujourd'hui et entre chez les mêmes consommateurs entre un plaisir de consommer et une recherche de prix bas. On a bien sûr des populations qui vont être plus sur la recherche de prix bas et d'autres plus sur le plaisir de consommer en fonction de leur niveau de vie. Mais dans l'ensemble de la population va avoir une dynamique de recherche de prix bas, mais aussi de plaisir de la consommation. Alors, vous pourriez me dire, ça va quand même être dur de faire les deux en même temps. Bien, en fait, le prix bas est plus vu comme un meilleur rapport qualité-prix que exclusivement comme un prix discount, le prix le plus bas possible pour un produit, une fois que j'ai défini la qualité du produit que je veux, plutôt que le prix du produit qui sera le plus bas en termes de prix. Hein, donc on a vraiment cette notion-là, c'est pas du discount qu'on cherche, c'est un meilleur rapport qualité-prix. Et pourquoi on a cet attrait pour le prix ? Eh bien parce que on a beaucoup utilisé Internet et donc la facilité qu'on a sur le net à regarder, à comparer les prix entre pour un même produit entre différents vendeurs, s'accroît. Donc ça, c'est une complication, une complexité importante. Les consommateurs ont pris l'habitude et sont de plus en plus nombreux à prendre l'habitude de comparer les prix sur Internet. Ceci dit, la bonne nouvelle, c'est que on est revenu là en juillet 2021 au même niveau par rapport aux achats coup de tête, où je pourrais vous montrer des données sur le plaisir d'acheter. Donc il y a un désir de se faire plaisir qui est important, qui est soutenu par le fait que le pouvoir d'achat ne se soit pas effondré malgré la crise que l'on ait connue et la baisse d'activité forte qu'on ait pu connaître au niveau des entreprises, et qui est relativement, simplement, mais relativement quand même, soutenu par le fait qu'on se soit privé pendant certaines périodes, hein, on ne pouvait pas consommer. Donc du coup, à la sortie de ces périodes-là, il y a nécessairement une envie, un besoin, un désir de consommer plus. Donc du coup, ça, on le voit apparaître et on a un plaisir à aller chercher des nouveaux produits, des nouveaux services qui existent chez les consommateurs. Alors, sur quelle motivation on va les chercher? Eh bien,
Le premier, c'est la qualité, c'est-à-dire le bon service après-vente, la marque qui inspire confiance, ça sont des éléments qui sont les principaux éléments qui vont motiver les consommateurs. Donc, on voit que ce sont des éléments qui sont en croissance. Donc là, on a vraiment des dimensions qui sont importantes et sur lesquelles, vous, je pense, artisans, vous pouvez vraiment, vous avez vraiment une carte à jouer. Et puis, et vous êtes légitime aux yeux des consommateurs pour pouvoir jouer cette carte. Et puis ensuite, il y a des dimensions qui sont intéressantes aussi. Il y a la dimension personnalisation, le fait de s'adapter au goût, de s'adapter aux besoins des consommateurs. Donc vous connaissez vos clients, vous avez la possibilité de proposer une offre qui sera plus personnalisée que ce que pourra faire un super, un hypermarché, une grande surface dans l'ensemble. Donc là, vous avez la possibilité de jouer une carte qui est intéressante, qui aujourd'hui touche presque 2 tiers des consommateurs, motive presque 2 tiers des consommateurs. Après, il y a une autre dimension qui a le vent en poupe et qui a beaucoup pris là sur une année, c'est l'intérêt pour l'innovation technologique. Nous, les Français, contrairement aux Anglo-Saxons, par exemple, on est moins motivés par les dimensions d'innovation technologique, mais là, on voit un intérêt des consommateurs pour ces dimensions-là. Alors, je le disais, le confinement, à chaque fois, s'est traduit par des périodes de rebondissement, hein. On le voit ici après le deuxième confinement. Alors surtout, bien sûr, après le premier, on a eu un rebondissement ou un rebond des dépenses de consommation qui était très fort. Mais là, on le voit aussi. On le voit après la période de troisième confinement également. Donc, on a un désir de consommation des Français qui est présent, qui n'est pas celui qu'on a pu connaître après la guerre 14-18, dans les années folles, là où on a eu des croissances très très fortes des dépenses des ménages, mais qui est quand même important et qui donc va permettre de soutenir l'activité dans les années à venir. Alors, vers quoi ce plaisir de consommer va aller? Vers 2 dimensions, dont la principale est l'envie de sortir et de voir les autres. Et l'autre dimension est celle de profiter de la nature. Vous savez que cet été, on a eu beaucoup de gens qui sont allés au niveau des régions rurales, passer du temps au vert, passer du temps dans des endroits où il y avait moins de monde. Alors, c'était pas que par inquiétude de la pandémie, c'était aussi parce que les gens avaient besoin de sortir de chez eux, avaient besoin de nature. Et cette dimension de nature, elle est vraiment une dimension importante, aussi importante que celle de retrouver ses proches, sa famille, ses amis, ses enfants, ses parents. Il y a vraiment là 2 dimensions qui motivent fortement les consommateurs. Après, il y en a d'autres, vous voyez que pour près de 6 consommateurs sur 10, s'occuper de son intérieur, bricoler, est une dimension qui est importante. Alors, vers quoi les consommateurs vont dépenser, puisqu'ils ont envie d'aller vers les autres, au-delà de l'épargne, qui reste toujours la dimension principale que les consommateurs mettent en avant. S'ils avaient plus de budget, ils épargneraient plus. Bien, il y a les vacances, les loisirs, l'alimentation qui permet de faire des repas, de se retrouver entre amis, de se retrouver en famille. Les dépenses pour les enfants également sont les principaux domaines sur lesquels on va avoir des aspirations à consommer plus fortes de la part des consommateurs. Alors, quand on parle plaisir de consommer, quand on parle loisir, quand on parle envie de sortir de ce que l'on connaît, se faire surprendre par des offres, il y a différentes possibilités. Alors, je vous présente celle qui est la plus extrême. Je ne sais pas si, à titre personnel, vous iriez dormir à flanc de falaise, hein, comme ça, et même à flanc de montagne dans les Alpes, mais tout ce qui va être proposé, des solutions qui vont être hors de l'ordinaire, c'est quelque chose qui va intéresser les clients, qui va intéresser les consommateurs, qui va leur donner envie d'acheter. Et là, quand on parle de ça, du coup, la question du prix, elle est plus loin, hein, parce qu'on a une telle expérience de consommation, expérience d'achat, expérience de vie, qu'on va moins regarder les questions de prix. Deuxième dimension d'expérience, surprendre en se disant, on est en pleine ville,
Et du coup, je vais trouver un lieu qui, derrière une porte qui paraît un peu brinque-ballante, un peu ancienne, on va avoir une sorte de campagne en pleine ville, de lieux complètement préservés du bruit, bucolique, dans lequel on va pouvoir consommer des produits. Donc l'expérience, l'extraordinaire est vraiment une dimension attendue des consommateurs. Et dans le domaine, je vous présente aussi cet exemple. Vous pourriez me dire, mais qu'est-ce qui nous emmène faire un tour dans un lavomatique, alors qu'on a tous, à part les plus jeunes, une machine chez soi? Mais non, ça n'est pas un lavomatique. Vous voyez, la dame qui sur la droite rentre dans ce lavomatique, c'est pas pour se faire laver elle-même, c'est parce que derrière, il y a un café. Et donc tout ce qui va être un peu hors de l'ordinaire, tout ce qui va permettre de passer un moment un peu surprenant, va donner envie aux consommateurs de jouer cette expérience. Vous avez plein de choses à imaginer comme ça qui peut inciter les consommateurs encore plus après la période de pandémie qu'on a connue à dépenser. Euh, Toutefois, ce que l'on voit en juillet 2021, et c'est là où en fait ces chiffres nous amènent à penser qu'on n'aura pas d'explosion des dépenses de consommation, on voit que on n'a plus que 14% des Français qui estiment qu'ils essaieraient, donc le chiffre en vert, le plus possible de rattraper le temps perdu. En faisant beaucoup de sorties, beaucoup de voyages, beaucoup d'activités. On est sur des Français qui sont sur une optique de consommer, mais d'être prudent quand même, hein, et de ne pas prendre de risques. Donc vous voyez qu'on a 29% des Français qui en juillet nous disent qu'ils resteraient prudents et ne prendraient pas de risques par rapport à l'épidémie même lorsqu'elle sera sous contrôle. Deuxième élément, au-delà du plaisir et de l'extraordinaire que je vous ai présenté, c'est bien sûr la dimension écologique qui a beaucoup pris. Vous voyez ici, je vous présente un slide sur lequel on a, depuis le début des années 90, la proportion de Français qui disent être préoccupés en premier ou en second de la dégradation de l'environnement. Donc, là, vous avez 35% des Français qui, en juillet 2021, se disent préoccupés en première ou en deuxième préoccupation par ces questions-là. Alors, on a eu cet été beaucoup d'épisodes qui peuvent amener à se poser des questions sur la manière dont la planète va se comporter et réagir en termes de pluie diluvienne, en termes de canicule. Donc, il y a des raisons objectives qui expliquent ça. Mais c'est vraiment une dimension qui aujourd'hui va être présente totalement dans l'esprit des consommateurs. Et vous voyez, en premier ou en second, pour 35% des consommateurs, nécessairement, ça a des conséquences sur la manière dont on consomme dans les commerces que l'on fréquente. Alors, quelles conséquences ça a? Eh bien, ça a une conséquence sur l'intérêt porté au local. Vous voyez que 83% des Français vont dire être incités beaucoup ou assez à acheter un produit qui est fabriqué en France, 80% par un produit fabriqué en région, 77% par un produit issu d'un circuit court. La dimension sociale du développement durable est aussi présente. Si le produit fabriqué par une entreprise qui veille à la juste rétribution des producteurs ou aux droits des salariés, on est à plus de 3/4 des consommateurs qui sont intéressés par ces éléments-là. Et le bien-être animal est également une dimension qui est mise en avant par plus des 3/4 des consommateurs. Alors, ils ne vont pas nécessairement choisir à chaque fois de mettre en avant ces dimensions-là. Ils peuvent acheter des produits qui viennent de l'étranger, qui sont issus des grandes multinationales. Mais en tout cas, aujourd'hui, plus qu'avant, et encore plus qu'avant la pandémie, on a des consommateurs qui sont intéressés par ces dimensions de circuit court, de production régionale ou locale, de respect du droit des salariés, de méthode de fabrication des produits. Tous ces éléments-là ont plus l'écoute des consommateurs qu'ils ne l'avaient avant. Et bien entendu, je pense que vous, artisans, vous avez une carte à jouer sur ces éléments-là. Je vous présente quelques logos qui sont
donc des logos qu'on trouve dans la région, hein, que ce soit des produits qui sont donc fabriqués autour enfin en Sarthe, hein, ou autour d'Angers, que ce soit Ma Ville Mon Shopping, donc qui permet d'aller trouver à côté de chez soi des artisans ou des commerçants indépendants qui proposent des produits ou des services au niveau de la ville dans laquelle ou de la commune dans laquelle on vit. On a déjà parlé de Mon Panier de Ré. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qui répondent à ces problématiques des consommateurs et à cet intérêt des consommateurs pour le local, la proximité et un autre mode de fabrication des produits. Ceci dit, vous n'êtes pas les seuls, encore une fois, comme pour le e-commerce, à développer une activité autour de ces dimensions-là. Et là, je vous présente Potager City, démarré à la fin des années 2000 par deux étudiants qui sortaient d'école de commerce de Lyon et qui ont développé sur l'ensemble du territoire via une application avec le concours de commerçants et d'artisans, hein, chez qui on vient chercher les paniers, des paniers de fruits et légumes avec une dimension locale, si possible, enfin de saison, ça c'est sûr, si possible locale. Bien sûr, lorsqu'on achète des bananes et des mangues, c'est plus difficile à cette saison d'avoir des produits qui sont nécessairement locaux, hein, puisqu'ils sont fabriqués plus loin de l'Hexagone. Mais nécessairement, on a ces dimensions de saison, ces dimensions de légumes locaux et de fruits locaux qui sont mis en avant et qui sont le succès avec la qualité gustative de ces produits de Potager City aujourd'hui. Alors, les dimensions environnementales sont des dimensions qui peuvent amener une vraie stratégie d'entreprise et une vraie écoute des consommateurs. Je vous présente donc le logo Mon Coiffeur s'engage, qui est une expérience qui a été mise en place chez les coiffeurs autour donc de différentes actions à mener pour pouvoir économiser l'eau, économiser la lumière, limiter le bruit dans le salon, donner des postures de travail qui soient les meilleures aux salariés, utiliser des produits pour les couleurs des cheveux, par exemple, ou pour les shampoings qui soient le moins agressifs pour les clients, mais aussi pour les salariés. Et cette expérience que nous suivons, nous, depuis plusieurs années, est une expérience qui est plutôt gagnante parce que du côté des clients, vous avez une fidélisation qui se fait, une capacité à dire moi je viens mais sur rendez-vous avec une acceptation à payer plus cher que ce que je pourrais trouver dans d'autres types de salons. Les salariés, eux, restent plus longtemps dans ce type de salon. En général, ils sont très fidèles parce qu'ils y viennent avec aussi leurs valeurs et ils y trouvent des conditions de travail qui sont plus agréables, meilleures et surtout moins difficiles pour leur santé. Et puis enfin, pour le patron du salon, c'est aussi la possibilité d'avoir moins de problèmes de ressources humaines puisqu'il y a moins de changements de salariés, plus de meilleures conditions de travail et plus de ressources et de bénéfices puisque du coup, les clients sont prêts à payer plus cher. Donc, je voulais vous présenter cet exemple-là. C'est une réalisation, ça existe depuis une dizaine d'années. Ça ne demande qu'à se développer et moi, je trouve que c'est plutôt gagnant-gagnant pour les trois acteurs que sont les patrons, que sont les employés et que sont les clients. Encore une fois, sur ces dimensions-là, il n'y a pas que des petits groupes et des indépendants qui sont présents. Là, je vous présente une expérience qui vient d'IKEA. Donc, IKEA en Pologne a développé cette maison, ce lieu, où en fait, elle vous propose de venir faire des stages pour apprendre à consommer en ayant le moins d'impact possible sur la planète. Donc cet élément-là, ils le font autour de la cuisine, ils le font autour du bricolage, ils le font autour d'une agriculture citadine pour essayer d'avoir l'impact qui soit le moins important sur la planète.
Et vous avez là des stages qui sont menés, des consommateurs qui viennent et un vrai engouement sur la Pologne pour ce magasin. Les expérimentations, les expériences, les solutions qu'on vous propose au sein des chambres des métiers, à travers Réparacteur par exemple, sont des bonnes solutions qui peuvent correspondre justement aux attentes des clients. Réparacteur, donc c'est une initiative qui propose en fait aux clients de venir porter leurs objets usagés et de regarder donc chez des acteurs, chez des artisans qui se disent qu'ils vont d'abord regarder s'il est possible de le réparer. Et vous avez en effet une partie de plus en plus importante de la population, parmi les plus éduqués, mais aussi parmi donc la classe moyenne, qui se pose la question de savoir si cette société de consommation dans laquelle on achète toujours plein de nouveaux produits a du sens. Et donc souhaite, avant de prendre la décision, si nécessaire, de racheter un nouveau produit, regarder s'il est possible de le réparer. Et donc là, ce logo Réparacteur engage. Aujourd'hui, de mémoire, il doit y avoir 4500 artisans sur la France qui sont labellisés, engage ces artisans à d'abord regarder s'il est possible de réparer le produit que de le changer. Dernier élément à vous présenter dans les initiatives mises en place par les chambres des métiers, cet accompagnement des professionnels pour avoir une démarche qui soit une démarche active pour donc réussir à améliorer l'impact de son activité en matière environnementale. Donc vous avez des éco-défis qui vont être dans différents domaines, qui vont permettre comme ça de limiter l'impact de l'activité de l'entreprise en matière environnementale. Alors, c'est un intérêt pour le commerçant si ce sont ses valeurs, pour son activité aussi pour essayer de réduire un certain nombre de coûts qu'il peut avoir, mais ça a aussi un intérêt parce que du coup, vous pouvez communiquer auprès de vos clients et avoir un retour positif de 70 à 80% de vos clients aujourd'hui qui sont incités par ces dimensions environnementales. Conclusion de ma présentation, vous voyez, les comportements de consommation après la pandémie vont rester différents de ce qu'ils étaient avant, parce que le télétravail s'installe pour une partie des actifs, notamment chez les cadres, parce que le digital s'est accéléré, parce que on passe plus de temps dans son logement, donc on va avoir un intérêt à ce logement qui est plus fort. La proximité va se développer, c'est une proximité physique avec des commerces, des artisans qu'on va chercher autour de chez soi, mais c'est une proximité physique aussi parce qu'on va avoir envie de partager avec les autres, donc de consommer avec les autres, une proximité de valeur autour des circuits courts, de l'environnement, du droit des salariés, de tout ce qui sont les questions de responsabilité sociale et environnementale, et une proximité dans les modes de vie avec donc la recherche de gain de temps, la recherche de praticité, donc là qui est plus peut-être du côté du e-commerce, et de l'autre côté, la recherche de l'expérience d'achat avec la mise en valeur de son identité, de ce que l'on croit comme étant important, sur aussi des expériences qu'on va faire qui sont extraordinaires, comme j'ai pu vous en montrer. Ça laisse plein de possibilités, ce que je vous propose là, pour développer de l'activité, pour proposer des services qui vont être des services et des produits attendus des consommateurs, tels que j'espère vous l'avoir convaincu. Alors, avant la partie questions, moi je serais très friand d'échanger avec vous. Je laisse à nouveau la parole à Jocelyn qui avait deux, trois informations à vous transmettre. Merci Monsieur Luédé pour cette intervention. Très rapidement, oui, sur la continuité du programme du commerce du futur, qui est co-construit, je le dis tout à l'heure, avec nos collègues de la Chambre de commerce. Vous pourrez trouver les autres actions qui vous seront proposées sur le site Entreprise Pays de la Loire qui s'affiche sur l'écran. Je vais faire simplement un zoom sur une action qui est proposée prochainement, si vous voulez bien passer sur le slide suivant. Merci.
un zoom sur une action qui est proposée avec comme objet l'aménagement du point de vente, hein, pour tous les artisans commerçants qui ont un magasin, qui s'interrogent sur la circulation, qui s'interrogent sur leur vitrine, qui s'interrogent sur voilà, l'embellissement de leur point de vente, hein, sans aller forcément sur des investissements très importants. On a passé un partenariat avec une structure qui s'appelle l'École du design de Nantes. Et cette école de design va mettre à disposition un designer, donc un professionnel de l'aménagement, qui va intervenir sur un atelier qui va se dérouler sur 2 jours différents. Et dans cet atelier, le professionnel va expliquer, donner un petit peu les nouvelles tendances justement sur l'aménagement des points de vente. Et il fera un rappel sur quels matériaux utiliser, comment mettre en valeur en changeant d'éclairage, quel mobilier on peut privilégier, quelle couleur est à prendre en compte, plutôt celle-ci que telle autre. Voilà, tout ce qui est autour de l'aménagement du point de vente. Donc, c'est un travail qui se fait avec les stagiaires, donc les artisans commerçants qui viennent. C'est des petits groupes, hein, 7-8 personnes maximum. Ces personnes-là viennent avec la photo de leur vitrine, les plans de leur magasin, de leur point de vente, et elles vont travailler pendant ces 2 jours sur un aménagement, hein, en revoyant la circulation et un certain nombre de choix qui peut être fait, comme je l'ai évoqué à l'instant. Le plus de de ces 2 journées, c'est que à l'issue, de cet atelier, de ces 2 jours d'atelier, le professionnel, le designer va se déplacer ensuite dans le point de vente, pour faire, ses conseils, pour analyser un petit peu les choix qui ont été faits et donner son voilà, ces éléments d'appréciation et ses conseils pour que le professionnel, l'artisan commerçant puisse choisir, faire ses choix en connaissance de cause. Donc c'est une autre approche, on va dire, hein, plutôt que de faire directement appel à un agenceur, c'est que l'artisan commerçant soit vraiment le maître dans les projets d'aménagement qu'il souhaite faire. Voilà pour les prochaines sessions. Donc elles s'affichent sur votre écran, hein, sur Sainte-Luce et La Roche-sur-Yon, les 15 et 29 novembre, et puis sur 2 autres lundis, 8 et 22 novembre, sur Saumur et La Flèche. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur le déroulé, sur comment ça va se passer, vous avez en dessous, en bas de l'écran, l'adresse à laquelle il faut écrire. Vous pouvez vous adresser. Formation continue. Si vous êtes de la Loire-Atlantique et vous souhaitez avoir des informations sur l'atelier de Loire-Atlantique, bah, vous ferez formation continue 44 artisanatpaysdeloire.fr et ainsi de suite pour les autres départements. Formation continue 85, formation continue 72 ou formation continue 49 si vous êtes du Maine-et-Loire.